Son dernier livre, Détachez-les et amenez-les-moi, publié aux éditions Fayard. Bonjour Père, bonsoir plutôt, même si le soleil brille encore. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être ici avec nous et d'évoquer pour nous ce livre qui vraiment est nul autre pareil, je dirais, j'ai envie de dire. Vous nous aviez absolument enchantés et ça avait été un vrai choc littéraire, notamment pour moi, avec votre premier livre, Comme l'éclair part de l'Orient, publié aux éditions Salvator, qui avait reçu le prix de spiritualité Panorama La Procure. Et là, vous revenez avec un ouvrage complètement différent, très original, où à la fois nous vous retrouvons aussi beaucoup. Alors, en préambule, je vais juste vous faire une énonce, je vais vous parler de quelques prénoms comme ça qui peut-être ne vous diront rien, mais on va vite rentrer dans le vif du sujet. Ils s'appellent Dardar, Adélaïde, Quick et Rebelle, Derby, Quenelle, Brégon et Fason. Et puis je viens de l'apprendre, viennent de se rajouter Djéol et Pandore. Ça, c'est un scoop que vous nous livrez ce soir. Alors, en fait, ce sont vos bêtes, ce sont vos chevaux, ce sont vos poneys, ce sont vos ânesses. Et puis, nous allons le découvrir tout au long de cet ouvrage et au long de notre entretien, c'est ce cheptel, c'est ce troupeau que vous avez constitué pas à pas. Depuis combien de temps, en fait? Ça fait à peine 3 ans et 2 mois. Donc c'est tout récent. Alors, quel était votre... J'avais envie de commencer par cette première question qui vraiment nous a tous surpris mais enchantés à la fois. Pourquoi avez-vous écrit ce livre, qui est comme le livre, si vous ne l'avez pas encore lu, qui est vraiment le récit d'une adoption, ou peut-être j'ai envie de dire d'un retour vers son pays natal d'un jeune prêtre orthodoxe? Je crois que j'avais 3 objectifs en me mettant à l'écriture de ce petit livre. Le premier, c'était de rendre hommage à l'intelligence, à la beauté et à la bonté des grands animaux que sont les ânes et les chevaux. Et que j'ai découvert donc il y a un peu plus de 3 ans. Le deuxième objectif, c'était de témoigner du bénéfice spirituel et moral que la fréquentation quotidienne et le service quotidien de ces animaux m'ont apporté. Et la troisième raison, c'était de partager avec le lecteur quelques réflexions un peu personnelles et qui viennent aussi de l'expérience quotidienne du rapport entre le ministère pastoral auprès des animaux et le ministère pastoral auprès des humains, puisque je cumule les deux. Et je pense que ce n'est pas un hasard si les responsables de communautés chrétiennes, suivant en cela la tradition de l'antique Israël, ont reçu l'appellation de pasteur, c'est-à-dire de berger. Et donc il me semblait que dans le ministère pastoral originel auprès des animaux, il y avait des choses à apprendre dans le ministère pastoral avec les humains aussi. Et donc, c'est pour toutes ces 3 raisons que j'ai écrit ce deuxième livre, mais aussi, comme le premier, par obéissance aussi à un certain nombre de mes amis, qui sont toujours derrière à me pousser à écrire ou à faire des choses, et je leur en secret d'ailleurs de bien citer. Qu'est-ce que vous avez, en fait, c'est une question spontanée là, qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qui vous a, à l'écriture de ce livre, qu'est-ce qui vous est apparu? Parce que finalement, c'est un peu vous avez pris un pas de côté, vous avez pris du recul. Parce que le livre vraiment retranscrit de façon très fidèle et de façon très précise, pas à pas, vos différentes adoptions, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire cette relecture à la faveur de cette écriture? Oui, j'ai souhaité faire ça de manière un peu chronologique, c'est-à-dire sous forme un peu d'un journal. Et pour transmettre la joie de cette découverte quotidienne de ces animaux, de l'arrivée progressive des uns et des autres. Je ne l'ai pas fait en cours de route, parce que c'est un peu, 2 ans après l'arrivée de ma première ânesse que je me suis mis à l'écriture, et je le faisais, comme d'ailleurs je fais actuellement pour
mon troisième livre, toujours aux mêmes horaires, à la fin de la liturgie que nous célébrons à 7h30 du matin avec les séminaristes et les fidèles de la maison Sainte-Geneviève, de notre séminaire à Épinay-sous-Sénart. Donc après la liturgie, je reviens dans mon bureau et je consacre 2 heures à l'écriture. Donc c'est pendant ce temps-là que je transcrivais cette expérience. Et c'est vrai que la relecture de toute cette petite histoire de l'arrivée de ces animaux, de leur découverte, m'a permis d'avoir un regard encore plus profond sur eux, sur la personnalité de chacun de ces animaux, de me remettre aussi en question par rapport à certains manques ou à certaines erreurs que j'ai pu commettre, parce que j'étais un dilettante quand j'ai accueilli mes premières années, donc j'ai appris en quelque sorte sur le terrain. Et dans ce ministère, celui de l'éducation des grands animaux comme les ânes et les chevaux, c'est extrêmement important de se remettre en question. Et j'ai même lu des méthodes, des manuels équestres, qui conseillaient d'ailleurs à des jeunes cavaliers ou à des jeunes éducateurs de chevaux pour avancer dans leur travail le soir, après les séances de travail avec leurs animaux, de mettre par écrit leur expérience pour voir en quelque sorte de l'extérieur ce qu'ils ont pu accomplir comme progrès et ce qu'ils ont pu commettre comme erreur. Et donc ainsi de se remettre en permanence en question, d'avancer. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que je faisais ce livre. Et puis je le disais à mes ânes, à mes chevaux, je voulais les faire connaître. Et donc je leur dis, j'écris un petit livre pour vous, pour que vous soyez connus, pour qu'on sache à quel point ce sont des animaux intelligents et très étonnants. Et c'est vrai que là aussi j'ai eu de très belles retombées, parce que une des premières revues à avoir réagi à la publication de ce livre, c'est une revue équestre qui s'appelle Cheval Magazine. C'est une des plus anciennes et des plus grandes revues équestres en Europe. Et là, il y avait un petit article sur la parution de ce livre qui était accompagné d'une photo de mon trotteur réformé. Le tout premier cheval que j'ai accueilli après les Ponettes, mais qui n'était pas à moi, qui était en résidence au séminaire. C'est Derby. C'est Derby, voilà, le tout premier trotteur réformé. Alors, pour vous expliquer, un trotteur réformé, c'est un cheval qui n'a pas pu passer les qualifications pour concourir à des courses de trot. Donc, ce sont des chevaux, en fait, qui n'ont pas atteint les niveaux nécessaires et donc qui ne sont pas admis dans le milieu des chevaux de course, et qui en fait n'ont d'autre issue que d'être adoptés par des particuliers ou par des associations, ou si ce n'est pas le cas, eh bien ils sont euthanasiés. Et donc ces chevaux sont donc en quelque sorte les rejets du monde des courses. Ils n'ont pas leur place parmi les grands chevaux dont on chante la vitesse, la gloire et les exploits. Et alors quand j'ai vu la photo de mon Derby, le trotteur est formé dans Cheval Magazine, qui est une des principales et des plus prestigieuses revues équestres, là j'ai dit à Derby, je ne vais pas faire ça pour rien, parce que tu vois, tu es avec les grands chevaux, toi le réformé, dans cette célèbre revue. Je sens une pointe de fierté. Ah ben, j'étais très fier pour lui, je me suis dit, voilà, une belle revanche pour celui qui avait été rejeté et qui n'avait pas été jugé suffisamment bon pour concourir. Cela dit, je me réjouis qu'il n'ait pas été qualifié, parce que la vie d'un trotteur de course est une vie difficile. Je pense que là, il a une vie beaucoup plus agréable. Alors, vous parliez justement de ces carnets qu'on conseille d'engager, pas d'écrire, suite à l'éducation d'un cheval. Mais en fait, tout au long du livre, on découvre, et en vous écoutant, combien aussi vous vous êtes mis vous-même à l'école du cheval. Et vous mettez en exergue au début du chapitre 7 une citation de Bartabas. Le maître, ce n'est pas le cavalier, c'est le cheval. Oui, c'est dans cet esprit-là
que j'ai pu avancer un peu avec les ânes et les chevaux. Alors c'est vrai que je ne vais pas vous cacher la réalité. Quand j'ai eu mes ânesses et quand j'ai eu l'intention d'accueillir mon premier cheval, je me suis abonné à un certain nombre de revues, Cheval Magazine que j'ai déjà mentionné, Cheval Pratique. J'ai commandé un certain nombre de manuels pour m'initier à la manière de travailler avec ces grands animaux. Donc, mais en même temps, je n'avais jamais pris des cours dans un centre équestre. Je n'avais absolument pas ce qu'on appelle les galops, vous savez, les qualifications des cavaliers à des différents niveaux et que la plupart des cavaliers en France ont. Donc je n'avais aucune expérience de palefrenier ou de jockey ou d'autres choses. Et donc j'étais parfaitement dilettante et même ignorant, je trouve. Et alors les ânes et les chevaux, pour la plupart des choses, m'ont appris comment faire eux-mêmes. Et notamment ma première ânesse, qui était pourtant très jeune quand je l'ai accueillie. Et j'ai commis beaucoup d'erreurs avec elle quand je regarde maintenant a posteriori, à la lumière de ce que j'ai appris par la suite. Mais elle a été extrêmement patiente et c'est elle qui m'a beaucoup guidé dans la vie commune avec les équidés. Et maintenant, avec du recul, je me dis que j'ai eu énormément de chance de tomber sur une ânesse qui était extrêmement calme, extrêmement persévérante et intelligente, et qui surtout savait vraiment pardonner. Et donc c'est elle qui m'a introduit un peu dans les requis absolument indispensables pour quelqu'un qui s'occupe des ânes et des chevaux, à savoir la patience, la douceur, la régularité, la cohérence, parce que c'est extrêmement important avec ces animaux d'être très cohérent. Et donc c'est en faisant des erreurs avec elle qui sait pardonner, que j'ai progressivement appris ce qu'il fallait faire avec eux, tout en me documentant évidemment par la lecture. Et donc j'ai vraiment l'impression d'avoir été autant éduqué par eux au contact avec les chevaux, que moi j'ai pu leur donner comme éducation. C'était Dardar ou Adélaïde? C'était Dardar. Dardar est votre première ânesse. C'est la toute première ânesse. Celle qui vous a tout appris. Voilà, j'ai passé un mois et demi avec elle seule. C'était compliqué d'ailleurs, parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est un âne seul. Parce que les ânes sont des animaux extrêmement grégaires et ils sont incapables de vivre seuls, surtout quand ils sont jeunes, comme l'était Dardar. Alors chacun de mes départs s'accompagnait d'un bruit mais absolument terrible, parce que ça brayait très fort les ânes. Et tout le temps d'absence était accompagné par des braiements réguliers et très forts, et parfois même exprimant une véritable colère. Et donc ces premières semaines où Dardar était seul étaient assez éprouvantes physiquement, parce que j'ai passé en fait la majeure partie de mes nuits même avec elle dans les prés, parce que sinon personne à la maison Sainte-Geneviève au Seigneur n'aurait pu dormir. Là maintenant ils se sont habitués au cri des ânes, donc ça ne les réveille pas, mais au début personne n'était habitué, ni les voisins. Donc j'avais peur que les voisins s'insurgent et nous virent de la ville, donc j'ai passé des nuits entières avec elle. Mais je ne le regrette pas du tout. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas rester seul, donc j'ai pris une deuxième ânesse, Adélaïde. Et du coup, au bout de 2 semaines où ils se sont un peu, malmenés l'une l'autre, parce que c'est très difficile pour les ânes et pour les chevaux de nouer l'amitié spontanément. Après, ils sont devenus inséparables, mais au début c'est compliqué. Là, c'est devenu beaucoup plus tranquille et beaucoup plus paisible. Alors vous êtes enfant du Caucase, fils de Cosaque. N'aviez-vous jamais monté à cheval quand vous étiez jeune? J'ai quelques vagues souvenirs de mes parents qui m'amenaient au sud du Caucase, du côté de la mer Caspienne, dans des grands haras et des grandes fermes où il y avait beaucoup d'animaux, pas seulement les chevaux, mais toutes sortes d'animaux. Et dans cette ferme, je me souviens, je devais avoir entre 6 et 10 ans, on me faisait monter à cheval à cru. Mais pour que je ne risque rien, si je me souviens bien, certains de ses pieds étaient entravés, donc pour qu'il ne puisse pas galoper avec moi à cru. C'est-à-dire qu'il pouvait avancer, mais il ne pouvait pas faire des grands galops ni des grandes allures.
Ce sont les seuls souvenirs que j'ai des chevaux de mon enfance du Caucase. Chez nous à la maison, même si nous étions extrêmement... Mes parents, notamment mon père et mes grands-parents, étaient très attachés à leur héritage cosaque, malheureusement ils n'avaient pas de cheval. Parce que nous étions dans un sauve-cause, qui est une création relativement récente. Donc c'est une sorte de ferme collective qui est construite alors d'une manière extrêmement homogène. Dans toutes les rues, toutes les maisons, tous les terrains étaient absolument identiques. Donc la disposition des maisons, la disposition des terrains, la disposition des rues, donc tout était extrêmement géométrique et identique. Et ça ne laissait pas de place en fait dans ces petits lotissements d'avoir un cheval à soi. Donc il fallait vraiment aller dans des fermes ailleurs, là où cette soviétisation des terres caucasiennes n'était pas encore arrivée, ou n'avait pas eu le plan d'arriver, pour pouvoir trouver de l'espace avec des grandes fermes accueillant beaucoup d'animaux. Je me suis dit en lisant cette phrase, mais comme j'aime la vitesse et que je lui fais confiance, je ne m'en suis jamais inquiétée outre mesure. Je savais qu'il finirait bien par s'arrêter. Et là, je me suis dit, c'est bien un fils de Cosaque qui parle. Mais surtout que depuis, j'aime la vitesse encore plus. Et c'est vrai que ces derniers jours, ces dernières semaines, juste avant l'arrivée de la canicule, parce que là, je les laisse au repos, nous ne sortons plus avec eux parce qu'il fait beaucoup trop chaud, même dans la matinée. Et la nuit, c'est pas très agréable à cause des moustiques. Et donc ça fait déjà 4 ou 5 jours que je ne sors plus avec mes chevaux dans la forêt. Mais jusqu'à lundi dernier, avant l'arrivée de la canicule, je les sortais presque quotidiennement. Et là, ces dernières semaines, je vais vous confesser un péché. Alors j'ai pris encore de plus en plus goût à la vitesse. Et alors mon trotteur réformé a finalement appris à galoper, c'est tout récent. Pendant presque 1 an et demi, il n'arrivait pas. Parce que vous savez qu'on les éduque pour qu'ils ne galopent pas. Et donc, pour les faire revenir à la manière naturelle, à cette allure naturelle, pour un cheval, tout cheval, d'ailleurs même un trotteur, il faut beaucoup d'efforts. Et alors, il m'a fallu presque 2 ans pour y arriver. Et alors, depuis qu'il a appris à galoper, parce qu'avant j'étais au grand trot de trotteur et c'est pas très confortable pour le cavalier, donc la vitesse, c'était pas pour moi très commode. Mais maintenant qu'il a appris à galoper et que j'ai compris le côté agréable du galop d'un cheval et du grand galop, et voilà, avec Derby, nous avons galopé jusqu'à lundi dernier, tous les après-midi, parfois des dizaines de kilomètres sans nous arrêter. Et il m'a mené d'Épinay-sous-Sénan jusqu'à la Seine, c'est à peu près 10 kilomètres en une demi-heure, vous voyez, c'est au galop. Nous n'avons pas galopé entièrement, parce que pour traverser les routes, je me mets au pas. Mais dans la forêt de Sénart, nous galopions là où, évidemment, il n'y avait pas de piétons ni de bicyclettes. Et alors, qu'est-ce que c'est agréable! Et donc la vitesse, c'est vrai que ça doit être dans le sang, mais là, aujourd'hui encore plus que quand j'ai écrit ce livre, j'adore la vitesse, à tel point qu'un autre cavalier qui était avec moi et qui était très intrépide, alors qu'il n'avait peur de rien, et c'est moi qui le retenais auparavant en disant moins vite, c'est dangereux. Maintenant, celui qui me dit, enfin, la vitesse, c'est laquelle vous êtes suicidaire. Mais c'est vrai que j'ai fait confiance à Derby, sauf que je sais que Derby, à tout moment, peut aussi trébucher involontairement. Et c'est d'ailleurs une des causes principales des chutes, c'est que c'est pas le cheval qui s'emballe et qui fait tomber son cavalier, mais c'est le cheval lui-même qui tombe en trébuchant sur quelque chose. Donc le risque n'est pas nul, mais le plaisir, je trouve, en vaut la peine. Surtout que Derby n'est pas un cheval facile. C'est un tout fou, il est assez... il est peu commode dans tous les cas. Alors quand il était dans sa période d'adolescence, il n'était pas facile du tout. Il m'a essayé de tuer un certain nombre de personnes qui étaient autour de moi par jalousie ou peut-être parce qu'il n'avait pas bien manipulé. C'est un cheval extrêmement exclusif qui se cabrait et tapait sur un cheval que je montais en sa présence, parce que la seule fois où j'ai monté un cheval en sa présence, le cheval a eu beaucoup de... Enfin, la jument, c'est le deuxième cheval que j'ai eu. Quenelle, oui. Quenelle, la jument, c'est une jument de trait comtois. Donc un grand cheval, et il a eu très mal parce que Derby s'est cabré, il a tapé très fort jusqu'à ce que je descende. Et c'est vrai que quand il était dans sa crise d'adolescence, il était très compliqué. Mais maintenant c'est passé, figurez-vous.
Et même les personnes sur lesquelles Derby a rué et contre lesquelles il s'est cabré quand il était dans sa crise d'adolescence, eh bien, trouvent qu'il est devenu un cheval extrêmement amène, très calme et extrêmement fiable. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, personne, à part moi, ne l'est monté, mais il accepte maintenant de très bon gré le contact des autres personnes, et il est même extrêmement affectueux avec les autres. Sans parler de moi, avec qui il a fait vraiment énormément de progrès, que Dieu m'en préserve, depuis l'été dernier, plus exactement depuis le mois d'août dernier, où je me suis retrouvé seul à la maison Sainte-Geneviève, sans aucune cavalière, parce que j'ai des cavalières principalement qui viennent monter les chevaux avec moi. Tout était parti en vacances, donc j'étais seul. Et bien, donc j'ai sorti Derby très longtemps, parfois une journée entière, dans la forêt ou plus loin encore. Et bien depuis ce moment-là, il ne m'a jamais embarqué. Alors pas une seule fois. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour, ça reste un jeune cheval. Mais ça fait déjà presque un an qu'il ne m'a jamais embarqué, que je n'ai jamais perdu le contrôle de la vitesse et de la direction de mon cheval. Et ça, je lui en suis très reconnaissant, parce que je sais combien c'est difficile à son âge parfois de s'exécuter. Et surtout, je vois l'énorme progrès qu'il a accompli. Et progrès qui, à mon sens, a été rendu possible par cette confiance réciproque que nous avons, lui et moi, l'un l'égard de l'autre. C'est l'histoire d'une fratrie, en fait, hein, dans ce livre que vous constituez. C'est une famille dont vous apprenez chaque membre à chaque fois avec beaucoup de simplicité, mais aussi beaucoup de patience, parce qu'en fait, il en faut beaucoup. Moi, à la deuxième lecture de ce livre, je me suis rendu compte à quel point ça avait été un long travail aussi intérieur et d'observation que d'accueillir ces équidés voilà. Et avec toujours le souci constant de vous dire, c'est ça qui est formidable, en fait je ne peux pas le laisser seul, en fait il faut que je recrée un équilibre. Quand Derby se retrouve seul avec Quenelle, ça ne matche pas trop, donc en fait il faut trouver une solution. Puis en fait vous pensiez trouver un compagnon pour Derby, puis en fait c'est plutôt Quenelle qui a trouvé. D'où vient cette envie, cette attention profonde? Ça, j'ai toujours perçu mon service auprès des chevaux comme un véritable service. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'interprète ce que le livre de la Genèse dit sur la domination de l'homme sur le monde animal. Je comprends cette domination dans le sens évangélique du terme, à la lumière des paroles que Jésus-Christ a dites à ses disciples, lorsqu'il leur a déclaré que celui qui parmi vous veut être les premiers, qu'il soit le serviteur de tous. Donc depuis que Jésus, qui est le maître, le sauveur de tous les hommes, a lavé les pieds de ses disciples, eh bien la primauté et la supériorité pour un chrétien consiste en fait dans un service plus grand, dans une disponibilité toujours croissante. Donc en fait cette supériorité est proportionnelle à l'humilité et au service qu'on rend au prochain. Donc c'est dans cette perspective aussi que j'ai imaginé la fameuse supériorité ou domination de l'homme sur le monde animal, telle qu'elle est exprimée dans le livre de la Genèse, donc comme une obligation de veiller, de soigner, comme une véritable responsabilité pour le bien-être de l'être qui vous est confié. Et donc c'est comme ça que j'ai toujours pensé mon ministère de berger des ânes et des chevaux comme le premier qui doit être le serviteur de tous, comme le pasteur qui doit laver les pieds de ses disciples, en l'occurrence de ses bêtes. Et donc je me suis senti toujours responsable du bien-être de chacun de ces animaux, et j'ai toujours essayé autant que possible de veiller à ce que aucun d'entre eux ne soit lésé ou ne manque de quoi que ce soit, et ce qui n'est pas de tout repos et pas du tout facile, parce que mes animaux ne vivent pas dans des box, ils sont 24 heures sur 24 dans un pré relativement petit, à peu près 1 hectare. Chacun a des abris, mais des abris où ils peuvent entrer et sortir. Ils ont chacun une mangeoire, mais ils sont sans clôture, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer librement. Et il m'a fallu des semaines, des mois même, pour leur apprendre à chacun à rester à sa place et à ne pas aller piquer la nourriture de l'autre.
parce qu'il y a ceux qui sont plus dominants que les autres, et il y a ceux qui sont plus goinfres que les autres, et donc c'était très difficile. Mais je pensais que c'était ma responsabilité, il fallait que j'y arrive, et j'y suis arrivé. Alors, sauf ce dernier temps où j'observe que dès que je quitte le pré, Derby, en voyant que je suis parti, parce qu'il sait que la porte vient de claquer, va à la place, à la mangeoire du tout petit dernier, le poulain que je viens d'accueillir après la publication déjà de ce livre qui n'est pas mentionné dedans. Mais le poulain, c'est un Akalteke, il n'a même pas un an, et extrêmement débrouillard. Donc il ne perd pas une seule seconde. Dès que Derby vient le déloger de sa mangeoire, il se précipite immédiatement dans celle de Derby. Donc, et dès que Derby regagne sa place, eh bien, le petit Jeol retrouve sa mangeoire à lui. Et il ne perd pas une seconde, il fait ça très vite, il a très bien compris le principe. Et donc il n'est pas du genre de ces chevaux timides, vous savez, qu'on a délogé de la mangeoire et qui reste à côté à regarder que le dominant termine sa ration avant d'aller terminer la sienne aussi et de le laisser affamer. Ben, lui, il n'est pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, ce petit poulain, je vais le laisser entier. J'ai aussi beaucoup documenté ces derniers temps sur l'éducation d'un cheval entier. Mais c'est une race extrêmement rare et très prestigieuse, les Akalteke. Je l'ai eu par hasard parce que sa maîtresse est morte. Et donc ce petit Akalteke, je pense que ce serait un péché de le castrer, étant donné qu'ils sont très peu nombreux dans le monde et il serait un excellent reproducteur. Donc, mais je pense que le règne de Derby touchera bientôt à sa fin. Parce que quand le petit entier va grandir, ça m'étonnerait que Derby puisse le déloger aussi facilement de sa mangeoire qu'il le fait maintenant. Alors il y a un élément qui est très émouvant, je trouve, dans votre livre aussi, et sur lequel j'aimerais qu'on évoque également, c'est en fait votre destin, enfin, votre histoire avec les chevaux commence bien sûr par vos racines, mais aussi par la littérature française, et notamment par Alexandre Dumas. Vous évoquez d'ailleurs les Trois Mousquetaires avec joie et avec passion. On connaît votre amour pour Alexandre Dumas, mais votre amour de la France, en fait, vient aussi, donc on l'a découvert lors de votre premier ouvrage, par la littérature française, et vous faites une très belle comparaison entre justement cet amour littéraire, cet amour des chevaux, en tout cas cet amour de la littérature française, et cet amour de la France qui finalement vous comprenez pleinement, mais grâce à vos chevaux d'aujourd'hui, puisque vous évoquez dans un très beau chapitre cette grande balade que vous faites avec tout votre troupeau pour les éloigner des festivités du 14 juillet qui seraient à même de les effrayer tous. Et donc c'est là que vous découvrez que, en fait, à la faveur de cette balade peu ordinaire, puisqu'en fait elle va vous conduire assez loin, vous découvrez le plaisir du voyage et le plaisir de découvrir la France, enfin, la France telle qu'elle est et telle que vous l'aviez découverte à travers les récits littéraires français que vous aviez lus chez vous dans le Caucase. Oui, c'est vrai que le voyage à cheval m'a permis de redécouvrir, si ce n'est pas la France, parce que je n'ai pas quitté la région parisienne à cheval encore, mais au moins notre Île-de-France. Et je ne soupçonnais pas la richesse culturelle et humaine de cette région où j'ai pourtant vécu les 12 dernières années de ma vie. Mais c'est à cheval que je l'ai vraiment découverte. J'espère maintenant, cet été, pouvoir quitter l'Île-de-France parce que je projette avec des amis d'aller à cheval jusqu'en Normandie, jusqu'à l'Atlantique. Et puis progressivement de découvrir de cette manière d'autres régions. Mais c'est vrai que maintenant, ça m'a complètement changé le regard, même sur, non seulement sur la France, mais en général surtout l'idée du voyager, sur le paysage. Figurez-vous maintenant, quels que soient les moyens de transport avec lesquels je me déplace, le RER ou le train ou la voiture, si je ne suis pas à cheval, chaque fois que je vois un espace, et notamment une forêt ou avec une longue allée, je me vois toujours en train de galoper, d'y galoper. C'est-à-dire que c'est devenu vraiment, comment dire, je regarde maintenant la nature avec le regard du cavalier. Je me dis, oh, qu'est-ce que ça serait bien maintenant, ici à cet endroit, de galoper avec Derby, par exemple, ou de nous promener avec les ânesses. Donc ça a complètement changé, ça transfigure beaucoup le contact de ces animaux, et c'est vrai que depuis que je les ai, et ça va crescendo
je voyage de moins en moins avec les autres moyens de transport. D'abord parce que j'ai de plus en plus de mal à les quitter longtemps, pour des raisons pratiques aussi, parce que parfois j'arrive à trouver quelqu'un pour les nourrir quand je suis absent, mais parfois non. Et de toute façon, je ne peux pas les quitter plus qu'un certain nombre de jours. Par exemple, le maximum, je crois que c'est 48 heures. Parce qu'après, mon poulain caucasien, il casse les clôtures, il sort. Et ça, c'est systématiquement. Ça a été vérifié, si je suis absent plus de 36 heures, il casse les clôtures, il s'en va. Et puis, il me manque aussi quand je suis absent trop longtemps. Donc le voyage pour moi est devenu complètement autre chose. Le voyage en train, en avion encore moins, est devenu quelque chose, une obligation, une souffrance plutôt. En revanche, le vrai voyage pour moi, c'est vraiment avec le cheval ou l'âne. Dites-moi quelques mots de cette histoire incroyable que vous avez eue avec, je ne sais pas comment on le prononce, Fazon, qui est quand même une rencontre complètement inattendue. Oui, et depuis que j'ai sorti le livre, j'ai su encore plus sur mon petit Fazon le caucasien. C'était un petit cheval cabarde. C'est une race que j'ignorais et qui en fait est originaire du Caucase, des montagnes du Caucase, et qui tire son nom d'un peuple, d'un des peuples les plus anciens du Caucase, Kabarde, on l'appelle aussi Adig, et ici en Europe occidentale on le connaissait surtout sous le nom de Circassien. Et donc c'est ce peuple circassien qui a élaboré une race de cheval très rustique, montagnard. Alors ils ne sont pas beaux, si on les regarde selon les critères des chevaux de l'Europe occidentale. Et d'ailleurs ma vétérinaire, quand elle l'a vu la première fois, elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il est laid votre cheval ?» Et il m'a dit « Je crois qu'il ne sera jamais beau. » Donc, mais c'est une vétérinaire de centre équestre de Grosbois, c'est un grand centre qui appartient à la Société du cheval français, où il y a de très beaux champions. Et effectivement, c'est dans les catégories de ce milieu, il n'est pas beau. Mais le petit Fazon, qui est venu de l'autre bout de l'Europe, figurez-vous, du Caucase. Et récemment, j'ai découvert aussi la triste histoire qu'il a menée en Europe occidentale, parce qu'il est né en fait dans un rat traditionnel, dans les plaines montagnes du Caucase, traditionnel par la manière d'élever aussi les chevaux, parce qu'il les laisse tout l'été, notamment les poulinières avec les jeunes poulains, il les laisse entièrement en liberté dans les montagnes en grands troupeaux pendant toute la période chaude, et puis ils les redescendent dans les vallées en hiver. Donc ils vivent sans aucun abri dans les grands espaces, sans aucune clôture. Et ensuite, quand il avait 2 ans, ce petit poulain a été vendu et c'est le responsable du Studbook, des chevaux cabardes de Russie, qui a eu la gentillesse de m'écrire un long message il y a 2 semaines pour m'expliquer son histoire. Et Fazon, qui est issu d'une très belle lignée, paraît-il, d'une lignée tout à fait célèbre, et qui a eu des chevaux remarquables parmi ses ancêtres, eh bien, il a été vendu à des gens qui se sont retrouvés en fait des maquignons très peu scrupuleux et qui l'ont fait voyager dans des conditions atroces. Il a passé plusieurs mois dans les voyages, à Moscou, à travers toute l'Europe, à Bruxelles. Et puis il cherchait à le vendre le plus possible en Europe occidentale, et n'ayant pas trouvé le moyen de le vendre, ils l'ont laissé dans une écurie, à l'abandon. Et l'écurie l'a recueilli, la dame qui était amoureuse de cette race de chevaux l'a recueilli tout à fait gratuitement, et à ses propres frais, alors qu'elle vivait déjà très pauvrement, à ses propres frais, a essayé de remettre ce cheval en forme. Et c'est là que j'ai récupéré ce petit Fazon, parce qu'un prêtre catholique servant dans le Caucase m'a mis en contact avec cette dame qui était en détresse, après avoir accueilli ces 2 petits cabardes abandonnés par leurs maquignons qui n'ont pas trouvé des clients à leur goût. Et donc le petit Fazon est arrivé tout jeune, à peine 3 ans, et je me suis un peu reconnu en lui, parce que je suis arrivé très jeune aussi en Europe occidentale, j'avais 15 ans, je célébrais mon 16e anniversaire en France, et je suis arrivé comme lui sans rien, j'avais juste un tout petit sac avec 2 chemises et un pantalon, je n'avais ni argent ni où reposer ma tête, puis finalement tout s'est très bien organisé. Ce pays m'a reçu avec beaucoup de générosité et de bonté. Et donc je me suis un peu reconnu dans le Fazon, que je considérais un peu comme mon alter ego Ika. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que le prêtre catholique est français et qu'il vit au Caucase, et qu'il élève aussi des chevaux.
C'est ça qui était il a aussi le chevaux très émouvant. Et là, il vient de m'écrire malheureusement qu'il est affecté maintenant dans un autre ministère et va devoir quitter le Caucase et quitter aussi cette belle écurie qu'il avait créée. Mais il m'a dit que dans sa paroisse, il va y avoir la relève, c'est-à-dire que les fidèles et laïcs eux-mêmes vont prendre en charge cette écurie avec les chevaux, parce que ça a été comme pour moi, les chevaux ont été pour cette petite paroisse catholique dans le Caucase un moyen de faire rencontrer, de faire venir des gens qui jamais ne seraient venus et ne seraient jamais entrés en contact avec cette communauté. C'est-à-dire que les chevaux ont vraiment fait naître des rencontres incroyables et des rencontres qui auraient sans eux été totalement impossibles. Et donc maintenant la paroisse a très bien compris ce potentiel missionnaire de ces chevaux. Donc il m'a dit, ils vont garder l'écurie, ils vont garder les chevaux, ils vont s'en occuper, je sais qu'ils le feront très bien. Mais lui malheureusement, comme il est religieux, il va devoir partir ailleurs. Mais il m'a dit que là où il partira, il va essayer d'avoir de nouveau des chevaux. Alors il est temps de questions. Est-ce que vous aimeriez poser quelques questions à Père Alexandre Signakov? Une réaction? Moi j'ai une question, Père. Vous avez parlé du changement qu'avait opéré la présence des chevaux et des ânesses chez vous. Qu'en est-il de votre ministère de prêtre? Est-ce que vous avez changé, voilà, ça a changé la notion de voyage, mais qu'en est-il de votre ministère? Oui, c'est ce qui a été le plus affecté, si j'ose dire, par l'arrivée de ces animaux. Le ministère, toute ma vie spirituelle en fait a été bousculée par l'arrivée de mes ânesses d'abord et de mes chevaux ensuite. J'ai dû entièrement repenser mon temps et exclure de manière drastique tout ce qui était superflu dans ce que je faisais auparavant. Parce que je vais voir mes animaux à peu près 7 fois par jour, et personne ne m'a déchargé des autres responsabilités de recteur du séminaire et puis des responsabilités diocésaines et d'enseignement, parce que j'enseigne aussi à Paris au Centre CEP, notamment chez les Jésuites, et puis d'un certain nombre d'autres engagements. Donc pour pouvoir entretenir les ânes et les chevaux, pour pouvoir les monter dans l'après-midi, eh bien, il a fallu que j'organise mon temps de manière extrêmement drastique. Donc, limiter beaucoup le temps de sommeil, répartir la journée de telle manière que chaque quart d'heure soit compté, puis repenser ma manière de prier. Désormais, je prie la plupart de mes offices des heures avec mes ânes et les chevaux dans leurs abris, dans le pré avec eux, et je célèbre la liturgie eucharistique et les vêpres avec la communauté humaine. De refuser, parce que ça a d'ailleurs fait beaucoup ça m'a altéré un certain nombre d'amis, de refuser désormais d'aller déjeuner et de dîner à Paris, par exemple. Depuis que j'ai mes ânes et mes chevaux, je n'ai jamais mis les pieds dans un cinéma ou dans un musée. Donc beaucoup de choses ont dû, et sont de manière définitive pour moi inaccessibles. Et puis pour ce qui concerne le ministère de prêtre, le principal bénéfice de mes ânes et de mes chevaux, c'est de m'avoir appris, mais d'une manière beaucoup plus concrète, la patience et l'humilité. Parce que je passe au moins 2 heures de ma journée à ramasser le crottin, à penser et à curer les animaux, à faire des choses qui pour beaucoup de gens paraissent un peu dégradantes. Oui. Et je suis le seul d'ailleurs à m'occuper de tout ce terrain et donc de leur enclos et de ces animaux, parce qu'il y a des cavalières qui viennent, mais elles viennent pour monter, et ils les brossent à cette occasion, et les curent, mais le reste du temps je suis toujours seul. Et donc ça m'a vraiment appris le sens de l'humilité, du service, et de la confiance aussi, parce que c'est là que j'ai compris que le rôle d'un berger, d'un pasteur, n'est pas d'attacher, vous voyez, l'animal, et je transposais ça évidemment sur mon expérience humaine, n'est pas de tenir en permanence, vous voyez, l'animal enfermé, attaché, coincé ou terrorisé, parce que ça serait toujours très précaire. Mais de développer chez lui une véritable confiance à mon égard.
Et c'est vrai que ça m'a fait au début un peu courir et ça m'a fait quelques frayeurs. Quand j'ai lâché mon jeune trotteur, qui avait 4 ans, dans la nature, sans laisse, enfin sans longe, sans aucune attache, à côté de moi dans la forêt ou dans les grandes allées ou dans les grandes prairies que je pourrais trouver au bord de la Seine ou de la petite rivière d'Hyères qui coule à côté de chez nous. C'est vrai qu'au début je le faisais pour 5 minutes, pour 10 minutes, pour une demi-heure, pour 1 heure, pour 2 heures, pour l'après-midi entière. Et c'était très angoissant au début. Et c'est vrai que 2 ou 3 fois il s'est échappé. J'ai dû aller le rattraper des kilomètres plus loin. Mais ça n'est arrivé que maximum 2 ou 3 fois. Et très vite, Derby a compris qu'il y avait comme une sorte d'entente réciproque. Donc je lui laissais cette liberté, mais en échange, il devait rester près de moi. Et donc depuis 1 an et demi, avec chacun de mes animaux, ânesses, chevaux et tous, jusqu'au tout dernier poulain à caltéquer, quand je les sors à l'extérieur, je détache la longe, je les laisse en liberté. Ils me suivent aux différentes allures, d'ailleurs, parce que si je me mets à courir, ils se mettent à trotter. Dès que je repasse au pas, eux aussi ils repassent au pas. Et si je m'arrête, ils s'arrêtent. Et si je les autorise de brouter, ils restent brouter. Et moi, ça me permet de rester à côté, de lire, de prendre du thé, de prier. Et donc, c'est là que j'ai compris que le berger n'est pas là en permanence pour contrôler, vous voyez, pour dominer, pour tenir. Mais il est là pour développer la liberté, mais la liberté responsable de ceux qui lui sont confiés. C'est-à-dire de les faire grandir, vous voyez, dans le sens de la responsabilité. Et depuis, je pense que c'était un des facteurs, pas le seul évidemment, mais un des facteurs qui, au séminaire que je dirige, m'a poussé à déléguer le plus possible aux autres confrères et aux laïcs, à être de moins en moins présent dans le fonctionnement de la maison et de vouloir montrer de plus en plus que ma personne finalement n'est ni indispensable ni cruciale et que je suis là pour justement les aider à devenir autonomes et indépendants. C'est ce que j'ai voulu faire avec les animaux et après, à partir de cette expérience aussi avec les oreilles humaines que le Seigneur a eu l'imprudence de me confier. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait poser une question? Madame? Est-ce que vous envisagez de limiter le troupeau ou... Alors, je vais chaque fois envisager de limiter le troupeau après l'arrivée de chaque nouveau. Au début, mais c'est vrai que je n'ai désiré véritablement, comment dire, je n'ai cherché de ma propre initiative à acquérir 2 d'entre eux. La première ânesse et le premier cheval. Les autres, c'est un peu, j'ai été poussé à les accueillir, soit par ma monitrice d'équitation pour ce qui concerne la jument très comtois, parce qu'elle voulait que j'apprenne à galoper et je ne pouvais pas le faire avec mon trotteur, soit par mon entourage, parce que quand la jument très comtoise est tombée malade en Syrie avec des abcès et des fourbures, et donc elle n'a pas pu accomplir sa mission, donc d'avoir un 3e cheval qui, cette fois-ci, pourra vraiment m'apprendre à galoper, donc un grand Westphalien, et que j'ai pris dans une écurie voisine. Et puis là, le caucasien m'est arrivé un peu par hasard, au gré des rencontres avec des confrères prêtres. Et le petit Akalteki que je viens d'accueillir, il est arrivé parce que sa maîtresse est morte. C'est une excellente cavalière, une exploratrice qui a fait Iran, Fontainebleau à cheval et qui a été attaquée, violée avec une jument Akalteki, qui a écrit de très beaux livres à ce sujet, qui enseignait à l'université de Rennes, qui a fait 3000 km de l'Afrique du Sud jusqu'au Mozambique à cheval également, avec 2 poneys africains, et qui est morte subitement de cancer en 3 mois en laissant 10 chevaux et un fils de 15 ans. Et donc, et là, tous ses amis m'ont dit, il faut absolument que tu prennes au moins un de ces chevaux. Et alors je leur ai dit aux grands-parents, lequel voulez-vous que je prenne pour vous soulager le mieux? Et j'espérais qu'ils me disent la jument de 12 ans, parce qu'ils en avaient une, et qui était parfaitement éduquée. Ben, ils m'ont demandé de prendre le poulain de 8 mois. Donc c'est... et prendre un poulain, c'est une énorme responsabilité, c'est
c'est beaucoup de joie aussi. Et là, je suis bien tombé, je crois. Paulin est archi doué, extrêmement doué. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu un seul problème avec lui, à tel point que je me demande parfois s'il a des réflexes d'un cheval, tellement il est parfait. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je m'engage? Parce que c'est totalement... C'est fou de ma part. C'est-à-dire, tu as déjà 7 animaux, grands animaux, tu es tout seul, et là, tu vas prendre un poulain qui n'a même pas 1 an. Toi qui n'es pas commandant de la garde républicaine et qui n'a aucun galop, aucune expérience du monde équestre, et qui, pour les professionnels comme là, un des commandants de la garde républicaine qui est là est un petit, comment dire, un professionnel parvenu. donc ouais, tu t'engages. Et alors finalement, chaque fois j'ai confié ça au Seigneur, j'ai prié, et la réponse est venue comme naturellement. Et chaque fois, je n'ai pas pu dire non, parce que c'est très difficile de dire non dans des situations pareilles. C'est difficile de dire non, vous voyez, à des situations où des chevaux ou des êtres humains se trouvent à l'abandon. Merci. Je voudrais conclure cette rencontre avec quelques phrases issues de la fin du livre. Après ma dernière tournée auprès des bêtes, je rends grâce tous les soirs sous le ciel étoilé, où les bergers, avec leurs troupeaux, ont reçu les premiers l'annonce de la bonne nouvelle. Devenu berger moi-même, je me sens à la fois plus homme, plus en relation avec la création et plus proche de Dieu. Et je n'oublie pas que je dois à 2 ânes et à 3 chevaux cette découverte d'une fidélité renouvelée à l'humanité comme à la divinité. Merci, Père Alexandre. Merci à vous. Merci. Vous pouvez faire... Comment s'appelle la dame que tu dis qu'elle a écrit? Oui, c'est Laurence Bougaud.